Bienvenue dans la Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Dans ce premier épisode, j'ai invité Corentin Evenot, qui est lui aussi formateur et coach en prise de parole en public. On y parle de timidité, de poker et aussi de réseaux sociaux et notamment de gestion des haters. Alors j'espère que ça vous plaira, bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, le premier épisode de la Bulle Rhétorique, un podcast dans lequel on va parler de la prise de parole au sens large. Alors j'ai invité plein de monde ici, mais pour la première, j'ai invité un ami, un pote, Corentin Evenot. Salut. Corentin, il est formateur aussi, formateur en prise de parole en public, et t'es aussi créateur de contenu. Donc je sais que t'es présent sur TikTok, sur Instagram, un petit peu sur YouTube, mais on va peut-être pas trop en parler. un peu moins, c'est un peu plus difficile, mais je reviens bientôt justement, donc c'est la bonne opportunité pour en parler. Ouais, je sais que tu prépares un super truc sur YouTube, donc j'ai hâte de voir ça. En plus, peut-être que j'y serai un peu. On verra si Probablement. J'attends de voir au montage si t'as été assez bon, mais ça marche. On verra ça. Je t'ai présenté très brièvement. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Ton nombre d'abonnés ou autre chose qui semblerait important? Écoute, ça me définit assez bien. Je pense qu'effectivement mon activité elle est divisée en trois globalement. D'une part la création de contenu, notamment TikTok où ça marche le mieux avec un peu plus de 160 000 abonnés. Les autres c'est toujours en construction on dira, mais la persévérance est notre meilleure arme. Yes. Ensuite sur l'enseignement, j'enseigne beaucoup dans les écoles de communication, écoles de commerce, écoles de droit. Et pour terminer la partie plutôt qu'on appellerait coaching auprès des professionnels, beaucoup d'entrepreneurs pour pitcher, lever des fonds, des politiques, des commerciaux, des chefs d'entreprise, etc. Ok, trop bien. Alors première question, comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt bien. On est dans un très beau studio, donc ouais. C'est agréable d'être accueilli là-dessus quand on a un créateur qui passe son temps dans sa chambre devant sa caméra. C'est cool de se professionnaliser un petit peu, donc très bien. Et toi? Écoute, moi ça va très bien. J'avoue que c'est la première, donc un petit coup de stress, mais comme on le sait très bien, le stress c'est un bon moteur. Puis t'es bien préparé, la préparation étant la meilleure arme contre le stress. Ouais, j'ai préparé mes petites fiches. Qui sont très belles, hein, tu devrais les montrer, franchement. Ouais, alors j'ai eu un petit souci d'imprimante, donc il n'y a que celle-ci, et les autres c'est du Bristol. Ouais, c'est un petit souci d'imprimante. J'ai envie de te poser une première question. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de devenir formateur en prise de parole en public? C'est une bonne question qui mérite beaucoup de longueur parce que c'est comme si, du coup la question revient à me demander comment t'as décidé de choisir cette vie-là, plus largement, ouais. Ce qui est une belle question. Écoute, moi ça a commencé à la fac, j'ai fait une fac de droit, comme toi je crois au début. Ouais, bon, on va un peu moins en parler, voilà, c'était pas brillant. Avec peut-être un succès comparable, mais bon voilà, j'ai commencé avec le droit et à l'époque, avant de rentrer en droit, je me souviens encore, je parlais avec mon père pour lui dire ouais, je vais aller en droit. Mais je lui dis simplement, je vais à l'endroit, mais je ferai jamais avocat parce que je déteste prendre la parole en public. Je revois cette image avec mon père dans la voiture, dans une petite rue de ma ville. Et donc j'arrive en fac de droit, pareil, très timide, etc. Je m'inscris à mon premier concours d'éloquence, première année de droit, direct. Je pense un peu avec, je sais pas, quelque chose qui est un mélange d'audace et d'inconscience à ce niveau-là. C'était quel concours? C'est le concours Lysias, okay. Ouais, qui est un concours de plaidoirie, donc pour les premières années. Donc c'est aussi peut-être un peu plus confortable parce qu'on est que entre premières années. Donc si tu veux, tu n'affrontes pas tout de suite des mastodontes de l'éloquence qui ont fait carrière là-dedans depuis 10 ans. Donc c'est un peu plus confortable. Et à cette époque-là, moi j'avais effectivement plusieurs problèmes. Le premier, c'est que je suis très timide. Et le deuxième, c'est que ça ne s'entend presque plus. Encore que tu pourrais le déceler dans ma vitesse d'expression orale, c'est que je suis atteint de bégaiement. En tout cas, je dis que je suis atteint parce que je sais pas si ça part vraiment un jour, mais en tout cas je l'ai été de manière un peu plus violente que maintenant où c'est maîtrisé. Et donc je me dis c'est peut-être un bon moyen de combattre ça que de faire ce concours-là. Et le concours s'est pas trop mal passé parce que j'écrivais un peu mieux que je parlais et que j'over-préparais vraiment beaucoup mes discours. Je passais peut-être 2 jours à écrire et 4 jours à répéter chaque phrase, chaque mot, vérifier que j'arrivais bien à les dire dans tel contexte, etc. Bon. Et le concours s'est pas trop mal passé, j'en ai fait de plus en plus, à tel point que j'ai atteint 2 fois la finale des championnats du monde de débat francophone. Ouais. Donc c'est te dire si en partant de très bas, on peut atteindre quelque chose qui est plutôt cool. Et puis j'ai commencé à former de manière bénévole parce que ça m'intéressait de transmettre ça, j'aime bien transmettre. Je me voyais pas le faire de manière rémunérée au début. Donc j'ai commencé dans les collèges et lycées, aussi parce que j'étais assez jeune. Et j'ai commencé aussi en prison. À cette époque-là, j'ai fait une session donc de 5 ou 6 séances. Après il y a le Covid, ça s'est arrêté. Et bon voilà, de fil en aiguille, j'ai hésité à faire avocat, ça a été un long cheminement. Et finalement j'ai décidé de me dire je prends 1 an pour voir si ça me plaît
et ça marche, qui sont quand même 2 conditions importantes. Et ça s'est bien passé cette première année, il y a maintenant 2 ans et demi. Et du coup, maintenant, je continue et j'adore ce que je fais. Trop bien. Alors en plus, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais on a commencé en même temps ce métier-là. Je pense, ouais, plus ou moins. Plus ou moins, je sais pas quand t'as commencé exactement. Plutôt plus que moi, parce qu'on était. Plus que moi. On était ensemble en fait, à la conférence Olivain. Tout à fait. Et on avait lancé un podcast. On avait lancé un podcast, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, j'avais oublié cette histoire. J'y ai repensé tout à l'heure. Excellent podcast, allez l'écouter, Parole Vive. Parole Vive, ouais. Où on a interviewé des avocats. Et puis dans la 2e saison qui était très courte, quelques autres personnalités. 2 épisodes, je crois. 2 épisodes. Ouais. Je sais même pas si on a diffusé le 2e. Je suis pas certain. Pas sûr. Et non, on l'a pas diffusé. Voilà, on l'a pas diffusé. Mais on discutait un peu tous les deux de ça. Et ouais, on avait décidé de se lancer en même temps, il me semble. Et donc on a finalement pas mal cheminé ensemble. Ouais. Mais il y a autre chose, une autre similitude que je retrouve dans nos parcours, c'est cet aspect de la timidité. Alors moi, c'est quelque chose d'un peu différent parce que moi, je suis aussi très timide de nature. J'étais pas atteint de bégaiement, mais très très timide, très introverti. Sauf que j'ai un papa militaire. Et donc je me suis retrouvé à déménager très souvent. Et ça, c'est un peu le drame de tous les enfants de militaires, c'est que quand on arrive dans une nouvelle ville, on sait que c'est pas les autres qui vont venir vers nous, c'est à nous d'aller vers les autres. Ouais. Et donc j'étais un peu obligé de dépasser ça. J'ai un peu dépassé cette timidité. Pour le coup, moi, c'était avant mes études, mais c'était à peu près au lycée finalement. Mais donc on a ce parcours-là. Et toi, justement, est-ce que tu as un truc, une astuce ou une méthode qui permettrait à ceux qui sont peut-être plus timides de dépasser cette timidité ? Ouais, alors pour rebondir d'abord sur la première chose, c'est vrai que c'est assez marrant. Moi j'ai le sentiment dans notre métier qu'il y a beaucoup, un peu les 2 extrêmes, c'est-à-dire il y a vraiment ceux qui sont un peu dans ce parcours de rédemption et de revanche sur la vie un peu, tu vois. Ouais, je vois très bien. Qui veulent transmettre ça, et il y a ceux qui ont toujours été hyper à l'aise et qui du coup naturellement sont là-dedans, dans le théâtre, etc. J'ai peu vu de gens qui seraient pas trop polarisés là-dedans. Après il y en a nécessairement vu le nombre qu'on est, mais c'est assez marrant de voir qu'il y a un peu ces 2 trucs-là qui sont dans notre milieu. Une technique, ce serait compliqué parce que c'est un travail qui est tellement long et qui est tellement de longue haleine que j'ai pas de méthode miracle. D'ailleurs, je pense que tout le monde la saurait s'il y en avait une. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'y aller aussi étape par étape, justement. Je sais pas si c'est forcément une bonne solution de se dire je suis horriblement timide, direct je parle devant 2000 personnes. Peut-être que ça l'est, en vrai, si ça se passe bien, ça peut être une bonne expérience. Je sais pas. En tout cas, moi je pense que ce qui m'a aidé, c'est d'aller justement étape par étape. C'est en ça que les concours d'éloquence, moi c'est ce que j'ai trouvé cool là-dedans, c'est que ça fait très peur parce qu'on se dit concours d'éloquence, une grande salle, de grandes personnes, un jury prestigieux, etc. Pas du tout. C'est-à-dire que quand tu commences un concours, il y a très peu de concours dans lesquels le premier tour, t'es devant des jurys incroyables et une masse de monde. Moi j'étais dans une salle de TD devant 3 jurés dont je pense 2 étaient étudiants. Avec tout notre respect pour les jurés des premiers tours. Mais je suis moi-même un juré de premier tour, donc c'est pas du tout voilà, mais c'est pas des jurés en vrai ça fait quand même peur parce que n'importe quel jury fait peur juste par sa position. Mais en tout cas c'est pas non plus impressionnant, et en fait t'as pas grand chose à risquer parce qu'il y a personne quasiment dans la salle. Il y a la moitié des concours, je pense, qui sont à huis clos sur des premiers tours, et l'autre moitié où il y a juste les candidats globalement et peut-être un ou 2 proches. C'est tout. Et le fait d'y aller comme ça, étape par étape, ça te fait gagner en confiance. Et en fait, je pense que ce qui est important dans cette pratique-là, c'est à la fois d'apprendre à être OK avec le public et surtout de multiplier des expériences positives pour te dire OK, en fait, ça se passe bien. Mais le problème, c'est que parfois, ça se passe mal et il faut aussi savoir l'appréhender. Mais c'est pour ça qu'il faut multiplier les expériences parce que sur la globalité, il y en a. Je pense qu'il majoritairement se passe bien si on est préparé un minimum. Ouais, et puis ouais, c'est aussi une manière un peu d'habituer le cerveau. Le cerveau, c'est une machine qui enregistre tout ce qui se passe et même tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on crée dans notre esprit. Donc je pense que le fait de multiplier les expériences va permettre à la fin de rassurer l'esprit, de rassurer le cerveau et de faire qu'il va finalement beaucoup plus accepter ce genre d'épreuve. En fait, c'est vrai que ça permet un passage d'une forme de peur qui est un peu irrationnelle à des éléments tangibles auxquels on peut se raccrocher pour se dire objectivement telle occasion s'est bien passée. Et ça m'est déjà arrivé. Moi, je me souviens d'un client que j'ai eu qui était vraiment terrorisé. En fait c'était un ami et je lui ai dit écoute, fais-moi confiance si tu veux, je peux essayer de t'aider, etc. Ça te coûte rien à part un peu de temps. Et en réalité c'est parce qu'il avait eu une mauvaise expérience qui s'était vraiment hyper mal passée lors d'un entretien de stage qui l'avait traumatisé. Ouais. Et en réalité à force de faire pas mal d'exercices, de tester devant des publics, d'aller peut-être un peu dehors, etc. Il a pu remplacer dans son esprit cette mauvaise expérience-là, qui était finalement son seul élément tangible pour se dire je suis mauvais, par des expériences positives, juste des prises de parole en classe, des oraux qui se passent bien, des exposés, des exercices même juste devant moi, etc. Voilà, je pense qu'il y a ce remplacement mental qui est aussi important.
Ok, j'ai une autre question sur ce sujet de la timidité. On va parler d'autres choses après, on va pas parler que de ça, mais j'entends très souvent que les meilleurs orateurs sont tous d'anciens timides. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Qu'est-ce que tu penses un peu de cette affirmation? Ouais, alors évidemment que c'est faux puisque tous non. Il y a des très bons orateurs qui je pense n'étaient pas timides. En fait, je dirais plutôt que les timides font souvent de bons orateurs. Parce que il y a dans la timidité une forme, premièrement, d'humilité qui t'aide à être un bon orateur. Je pense qu'un orateur qui parle pour s'entendre et s'écouter, qui n'est pas connecté à son public, qui n'est pas humble et donc auquel on peut pas trop s'identifier, c'est déjà peut-être un moins bon orateur qu'un orateur un peu plus timide justement qui a ces qualités-là. Et ensuite, je pense qu'il y a un secret de la prise de parole qui fait qu'on fait ce métier-là et je pense qu'on s'en rend compte tous les jours, c'est qu'il n'y a rien de mieux que la préparation pour faire un bon discours. C'est aussi simple que ça. Tu vas avoir parfois des entrepreneurs qui sont très bons, des orateurs qui sont très bons, tu ne prépares pas, t'es a priori moins bon que si t'avais préparé. Peut-être pas moins bon qu'un mec qui a préparé, mais moins bon que si t'avais préparé. Et j'ai même parfois, moi, eu à l'époque, quand je commence à faire un peu le concours d'éloquence, tu prends le Lego et tout, et tu te dis, bon, t'as besoin de préparer ce truc-là, etc. Tu prends des claques dans la gueule quand tu prépares pas. C'est tout. Donc, quelqu'un de timide a tellement peur de ce truc-là qui prépare beaucoup et qui donc arrive souvent avec des idées qui sont un peu meilleures, des phrases qui sont un peu meilleures et une forme qui est perfectible mais qui évolue avec l'habitude. Si tu veux, c'est un peu comme... moi je me souviens, quand j'étais petit, je faisais du foot et j'étais gardien de but et je suis tout petit pour un gardien de but. Et il y avait des gens à mon âge qui avaient une puberté avancée et qui avaient déjà une avance physique sur les autres. Et en fait, comme ils avaient cette avance-là, ils se reposaient là-dessus, tandis que ceux qui avaient ces difficultés travaillaient, puis il y a un jour où ça s'équilibre, et ceux qui ont travaillé ont pris l'avantage. Je pense que c'est un peu de cet ordre-là, je dirais. Ouais, ce que t'en penses. C'est ce qu'on voit aussi dans les joueurs de foot, les grands joueurs, hein, un Ronaldinho qui est toujours le premier à l'entraînement, enfin ce genre de gars qui sont à fond, ils se donnent à fond, et c'est ce qui leur permet de devenir, enfin ils sont déjà bons, mais c'est ce qui leur permet de devenir vraiment des légendes de leur sport. Moi je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je pense que la timidité est une grande arme pour devenir un bon orateur. Oui, ça rejoint un peu pour moi le concept de la blessure de l'entrepreneur. Et c'est un concept que j'aime beaucoup, qui n'est pas applicable à tous les grands entrepreneurs, mais on constate quand même que très souvent, les grands entrepreneurs, les Steve Jobs, les Larry Page, etc., tous ces gars-là sont des personnes qui ont une forme de revanche à prendre sur la vie. Parce qu'ils ont eu un truc dans l'enfance, parce qu'ils étaient d'un milieu défavorisé, parce qu'il y a eu des problèmes avec leurs parents, ou en tout cas, il y avait un truc qui leur convenait pas dans leur passé, et donc ils se dépassent pour sortir, pour prendre cette revanche sur leur enfance. Et j'ai tendance à croire qu'un timide qui a réussi à dépasser cette timidité peut devenir un bien meilleur orateur que quelqu'un qui n'a jamais connu la timidité. Et tout simplement parce que lui va fournir les efforts nécessaires pour devenir meilleur, ce que n'aura jamais fourni celui qui est naturellement bon, on va dire. Ouais, je pense que ça mélange de tout ça. Puis il y a aussi, en fait, le fait que quand t'es timide, je pense que tu développes beaucoup de qualités, notamment d'observation, parce que t'es pas mal en retrait. Et tu vois, c'est le genre de choses qui typiquement t'aident à comprendre un auditoire, comprendre un interlocuteur, peut-être être plus attentif aux réactions de l'autre, etc. Je pense que ouais, mais c'est vachement intéressant comme sujet. C'est marrant parce que la blessure, c'est aussi un truc qu'on entend beaucoup dans le droit, avec, tu sais, cette fameuse légende selon laquelle les plus grands avocats pénalistes ont tous perdu leur père très jeune. Ah, je connaissais pas. Ouais. Okay. Et les grands avocats, d'Inter, je sais que c'est le cas. D'Inter, Eric Dupond-Moretti, je vais pas dire d'erreur, tu vois, sur bien sûr. son père. C'est marrant, je connaissais pas. Mais c'est une légende vraiment comme si presque tu voudrais être pénaliste, tu perds ton père, c'est presque une bonne nouvelle sur ta réussite de carrière, quoi. J'irai pas jusque là, mais mais c'est assez drôle. Ouais, je pense que forcément c'est des moteurs, parce que c'est des moments de vie qui sont tellement durs que ça ne peut qu'être un moteur sur la suite. Ouais, et puis de toute façon l'enfance forge un caractère et forge toute une personnalité, dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Carrément. Alors j'aimerais juste partir sur un autre sujet, puisque comme j'ai dit, t'es aussi créateur de contenu, et j'essaye. Comment ? J'essaye en tout cas. T'essayes, ouais. Non mais t'essayes très bien, franchement. Je sais plus si tu t'ai demandé tes chiffres sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok et Instagram, je crois que tu fais des scores qui sont assez dingues, non ? TikTok, je dois être à peu près à 165 000 abonnés, et si tu cumules les réseaux, je dois être à peu près à 15 millions de vues, quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui est très relatif forcément selon les réseaux, etc. Mais je suis assez fier. Ouais, fier, franchement, je suis content. J'y suis pas encore. Alors mais sur YouTube en même temps, moi non plus, hein, je te rassure, je suis même pas à 10 000. Donc. Ça marche. Et non, je me demandais justement, je vais prendre l'exemple de TikTok parce que c'est là où tu as les meilleurs scores, mais comment est-ce que tu perçois la parole sur TikTok ? Enfin, est-ce que tu prépares une vidéo TikTok comme tu préparais un petit discours ? Très bonne question. Alors déjà, premièrement, je prépare mes vidéos TikTok, ce qui a pas toujours été. Je me rappelle, on a eu la discussion à un moment parce que il y a pas cet arbitrage-là entre je perds beaucoup de temps à écrire, là où en fait je pourrais en vrai en termes de semi-improvisation avec du bullet point, etc. Je me suis rendu compte déjà, tu vois, d'une différence. C'est autant sur YouTube, je pense que je pourrais faire de la semi-improvisation et parler avec juste peut-être une base de bullet point, etc. Sur TikTok, je l'ai fait pendant un temps. Je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup moins, en tout cas pour moi, que d'écrire.
Parce qu'en fait, t'es sur un temps qui est tellement réduit, t'es sur une attention qui peut tellement décrocher à chaque instant, chaque seconde, t'es comme un funambule sur un fil, que tu dois peser chaque mot, chaque phrase. Et donc, je pense qu'en ça, ce serait pas pareil qu'un discours, parce qu'aujourd'hui, un discours, je pense que je l'écris presque plus. Je ferai quasiment que justement du bullet point ou... alors, je préparerai, c'est de l'improvisation préparée, mais j'écrirai pas vraiment mot pour mot pour déclamer. Donc, je pense que tu vois, t'as déjà une différence là-dessus, assez importante. Ensuite, forcément, TikTok, ça implique une forme d'exagération assez forte sur ce que tu dis. En fait, surtout sur l'accroche en réalité. J'ai vu un post là-dessus d'ailleurs sur LinkedIn là, que tu as liké récemment qui en parlait et j'étais assez d'accord. C'est-à-dire que en fait, l'idée c'est d'exagérer beaucoup l'accroche et ensuite de tempérer une fois que tu as capté l'attention. Ouais, alors je sais plus qui avait publié ça. Ouais, si je le retrouve, je le mettrai dans les liens de. Je trouvais ça intéressant et je suis totalement d'accord. Et c'est parce que, alors déjà, c'est pour éviter de. Oui, parce que effectivement, tu avais commenté, effectivement, il faut faire attention à pas décevoir ensuite. Et je passe beaucoup de temps sur les réseaux. Et donc voilà, faut exagérer le début sans non plus être dans le mensonge, seulement dans l'hyperbole. Et ensuite tempérer ton propos parce que c'est un peu triste à dire mais il n'y a pas beaucoup de place pour la nuance en tout cas sur les débuts de vidéo parce que t'es sur des gens qui sont à une vitesse de scroll un truc que je fais beaucoup, c'est un peu bizarre mais quand je vois des gens parfois dans le métro qui sont sur TikTok, j'aime bien regarder un peu juste le comportement d'utilisateur, de me dire à quel point, genre quelle chance il laisse à chaque créateur, tu vois. C'est super rapide. Ça va très vite. J'ai vu passer un truc, je crois que c'est 2 secondes. Franchement, je serais pas étonné. En tout cas, moins de 5 secondes, c'est certain. Étonné. Et j'avais fait une vidéo, j'étais assez content, qui a pas si mal marché, j'avais peur. J'ai fait une vidéo où, justement, j'essaie de combattre ça en disant est-ce que les gens ont conscience qu'ils me tuent à chaque fois qu'ils scrollent, tu vois. Ils me noient dans des milliers de vidéos et je n'existe plus. Ouais. Et on me laisse pas la chance de la rencontre. Je dis, est-ce que tu te verrais en soirée aller voir quelqu'un, un mec te dit bonjour, je m'appelle Untel, elle dit ok, salut, je me barre et je vais voir quelqu'un d'autre. Non, enfin, et on a perdu un peu ce rapport-là à la rencontre à l'autre, je trouve, sur TikTok. Donc je me fais un peu l'autocritique du réseau sur lequel je travaille. Mais donc voilà, c'est assez difficile. Maintenant, c'est un système qui est comme ça, je pense que c'est difficile à combattre. Donc dont acte et donc je prépare comme ça en essayant d'avoir vraiment du choc au début, pour m'en tempérer puis ensuite de tempérer également. Et ensuite, tout est itération, tout est comprendre qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va fonctionner ou pas, qu'est-ce qui fait qu'une personne va rester jusqu'au bout ou pas, trouver des façons de faire dans un discours. Mais en réalité, là-dessus, c'est comme à l'oral, le scroll, ce serait dans un discours, le fait que la personne, elle t'écoute plus, simplement. T'es encore là, donc t'as une chance de revenir. Mais c'est la même chose, il faut réussir à garder l'attention de manière continue. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ok, c'est à peu près la même chose sur YouTube, parce que sur YouTube, c'est les 30 premières secondes. En fait, YouTube va vraiment évaluer la qualité d'une vidéo par rapport au nombre de personnes qui restent après 30 secondes. Okay. Alors je pense que c'est dû au fait que les vidéos sont majoritairement plus longues, tout simplement sur YouTube, mais il y a quand même cet aspect-là qui existe déjà sur YouTube, qui en fait est juste renforcé sur TikTok. Parce que le format est plus court, donc le temps d'évaluation au début est plus court aussi. Ouais, puis je pense que c'est aussi lié au mode de consommation, c'est-à-dire que YouTube, enfin en tout cas moi quand je consomme YouTube, j'accepte de me poser longtemps sur une vidéo, je fais un choix conscient. J'ai vu une vidéo de Fabien Olicard qui a sorti hier, qui est vachement intéressante, où il dit, en fait au début il y avait la télévision, c'est un mode linéaire où je ne choisis pas ce que je regarde, on m'impose des choses. Puis avec YouTube, on a enfin pris le pouvoir, la liberté de choisir ce qu'on veut avec la VOD, etc. Et puis là, on est revenu avec TikTok, enfin les shorts en général en fait, à une forme de linéarité dans le choix et je trouvais ça vachement intéressant. Parce que du coup ça implique qu'il faut réussir à capter l'attention dans le zapping, ce qui rend le challenge intéressant. Moi je le vois comme un challenge qui est vachement intéressant, tu vas te dire ok attends, comment j'arrive à capter l'esprit de l'autre sur des sujets qui sont pas non plus les plus fun a priori. C'est certain. Ouais. Mais alors ça en plus oui, tu parles de Fabien Olicard, dans ma tête je me disais mais je l'ai vu il y a un moment cette vidéo. En fait non, tout ça il en parle dans son dernier bouquin que j'ai lu. Ah d'accord. Et qui est passionnant. Ok. Et c'est pour ça que je me disais ça me fait écho. Mais ouais, son dernier bouquin est vachement bien, c'est sur comment réaliser ses idées en fait, comment passer d'une idée à une réalisation. Et il est excellent. Et il parle notamment de ça, cette hyper consommation et surtout en fait de cette hyper captation de notre attention et du fait qu'on a beaucoup plus de mal à se concentrer maintenant. Et il en parle sur le fait de réussir à se concentrer sur un projet, sur une tâche, etc. Donc c'est super intéressant. Ouais. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un concept que je développe beaucoup dans mes interventions, notamment en école, c'est le fait que il faut. C'est pour ça que je parlais aussi d'humilité dans le discours, et je pense que c'est pareil pour les vidéos. Il faut partir du principe que l'attention de l'auditoire, par essence, elle est discontinue. Il faut pas avoir l'arrogance de se dire parce que c'est moi, on va m'écouter du début à la fin sur un discours. Et ça vaut pour une vidéo. Sauf qu'un discours, t'as l'occasion de raccrocher. Et donc c'est pour ça que tu fais par exemple des touches d'humour pour dire bah voilà, tu vas raccrocher un peu l'auditoire, etc. C'est pour ça que tu vas faire la répétition d'une idée pour éviter qu'elle perde, etc. Sauf que là, t'as pas une deuxième chance. Si tu perds l'attention, c'est terminé. C'est assez vertigineux comme si tu réfléchis. Ouais, complètement. Mais ça rend la chose quand même intéressante psychologiquement. C'est-à-dire comment je fais.
C'est vrai que dans un discours, en général, quand tu es face à un auditoire, l'auditoire va pas se barrer en plein milieu. C'est très rare, on va dire. Ça peut arriver, tu vois, au cinéma, il y a des gens qui partent des fois au milieu d'un film. Et combien de personnes le font? Peu. Voilà. Pareil, dans un discours, pendant un cours, surtout pendant un cours, a priori, les élèves vont pas se barrer. A priori, ouais. J'en ai jamais eu. Si, une fois, j'ai viré une élève. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Oui, mais pas par choix voilà. excusez-moi, c'est nul, je pars, quoi. Oui, c'est ça. J'ai encore jamais eu ça. Je croise les doigts. Je le souhaite. Alors que c'est vrai que sur Internet, c'est le cas sur les vidéos, mais sur un article, sur une page, sur une publication sur LinkedIn, sur tout et n'importe quoi, le moindre truc qui nous fait décrocher l'attention, en fait, on va aller voir ailleurs. Et c'est même pas forcément parce que le contenu est mauvais, c'est potentiellement juste parce qu'on a reçu une notification d'un autre truc, qu'on se dit, en fait, ça a l'air pas mal. Ou bien alors on regarde la vidéo, et puis même en écoutant, on regarde les miniatures à côté, et sans y réfléchir, on va cliquer sur la miniature à côté. Et en fait, on est happé de partout, et donc on n'arrive plus à se concentrer. Et d'ailleurs, je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte maintenant aussi dans les discours face à un auditoire, parce que l'attention de l'auditoire, même pendant un discours, elle raccourcit de plus en plus. Et donc, il faut de plus en plus faire des accroches, mais pas dans le sens du début, vraiment on va dire plutôt des exordes. Non, pas de l'exorde. Faire des crochets, tu vois, des trucs qui vont rechoper l'auditoire en cours de route, parce que l'auditoire a besoin d'être stimulé continuellement, d'avoir un truc qui va le raccrocher au wagon, que ce soit une vanne ou n'importe quoi. Tiens, d'ailleurs, comment est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu as des trucs pour raccrocher un auditoire en cours de route? Sur un vrai discours, sur TikTok? Sur un vrai discours. Non, sur un vrai discours. Ouais. Bah, alors, moi, je suis un fan incontesté de l'humour. Pour moi, c'est l'arme la plus puissante là-dessus. Enfin, y a pas mal de techniques. Mais pourtant, t'es pas très drôle. Je suis pas drôle du tout. mais en réalité, alors justement là-dessus, tu vois, c'est un point intéressant. Quand j'aide déjà à préparer des discours, j'encourage beaucoup à l'usage de l'humour. Évidemment, dépendamment du contexte, on s'entend, mais voilà, quand le contexte le permet, l'humour. Et en réalité, c'est d'une facilité déconcertante d'être drôle dans un discours. Dans la majorité des cas, en tout cas des gens que nous on va avoir l'occasion d'accompagner, même moi, tu vois, en tant qu'enseignant, c'est un terme pompeux, mais on s'entend. Voilà, quand tu vas intervenir dans une classe, c'est d'une facilité déconcertante de faire rire parce que t'es dans un contexte tel que la moindre touche de légèreté apparaît comme un paradoxe, comme un contraste qui fait que tu rigoles. Donc c'est assez facile. Et même, tu vois, quand t'es entrepreneur, tu fais un pitch, c'est très facile en réalité de déclencher au moins des sourires, peut-être pas des esclaffements, mais voilà, au moins des sourires. Donc voilà, moi j'encourage à fond l'humour parce que c'est vraiment, tu vois, c'est une fenêtre dans le discours, c'est un moment où tu vas relâcher un peu l'attention. Et puis si derrière t'as une idée forte à proposer, bah, tu peux mettre une claque dans la gueule de la personne. Moi, tu vois, souvent, c'est un peu traite, mais par exemple, quand je me présente, je vais souvent dire, j'ai un problème qui ne se voit presque pas, sauf quand j'ai peu dormi ou que je suis bourré. Là, les gens vont rire, et après je dis, je suis atteint de bégaiement. Et tu vois, du coup je te mets claque et du coup t'es en train de rire alors que je te parle d'un handicap. Et donc tu te retrouves dans un inconfort qui est assez drôle et qui permet de raccrocher un peu l'attention au milieu d'un pitch un peu chiant et un peu narcissique sur soi. Voilà. Donc moi je te dirais que l'humour là-dessus c'est vachement. En fait même plus largement tout ce qui génère une émotion en réalité est un moyen de raccrocher l'auditoire. Moi je trouve que le rire c'est bien parce qu'en plus ça a plein de bénéfices, notamment t'attirer la sympathie. C'est un cadeau que tu fais à l'autre, tu vois, de lui offrir un rire. Moi je trouve que c'est le plus puissant dans ces émotions là, mais en fait n'importe quelle émotion pour moi est un bon moyen de raccrocher l'auditoire. Après ça va être aussi, tu vois, un changement de modalité, un changement de contexte. Je sais pas, t'es en train de faire un discours assis, d'un coup tu te lèves, tu vois, c'est un moyen de peut-être d'avoir un changement de contexte qui fait que ça devient peut-être un peu moins linéaire. En fait je pense qu'il faut casser la linéarité. Bah en fait c'est ça, moi c'est ce que je dis beaucoup à mes élèves, notamment quand je parle de la voix, je parle notamment sur la voix de la dynamique. Et la dynamique tout simplement elle vient que de la rupture. C'est qu'on a ce que j'appelle la voix de croisière, on a une façon dont on s'exprime de façon naturelle, avec un rythme, une puissance, etc. Et c'est en mettant des cassures, des ruptures dans cette tonalité qu'on crée une forme de dynamique. Et donc c'est le cas sur la voix, mais c'est aussi le cas sur le fond, sur le langage corporel, sur toutes ces choses-là. Ouais. Effectivement, c'est la rupture qui crée toujours une dynamique, qui crée un rythme et qui vient donc recapter l'attention de l'auditoire. Je suis totalement d'accord. J'aime bien l'expression, je la reprendrai de croisière. C'est vrai que c'est sympa. Je mentionnerai à chaque fois, évidemment, je les créditerai, mais. Même pas la peine. Ouais, c'est vrai que tu vois, c'est marrant comme biais parce que tu vois, dès le départ, quand tu me parles de raccrocher l'auditoire, moi je suis tellement orienté sur le fond que j'ai même pas eu comme premier esprit la voix ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que la voix, évidemment, est un très bon moyen de casser un peu la routine du discours, je dirais. Ouais. Ça, c'est ce que je fais souvent quand je leur parle justement de la voix. Pour les rechoper, je vais leur montrer les niveaux de puissance. Donc sans qu'ils s'y attendent, je vais mettre à gueuler en plein milieu du cours. Ouais. Et en général, là, pour le coup, j'arrive à les rechoper assez facilement. Ouais. Le truc classique, on illustre avec la voix en même temps qu'on l'explique. Exactement. Ça marche très bien. Top. Écoute, je te propose de passer à un petit exercice qui est un truc que j'ai appelé question de rapidité.
Donc je parle vite. Donc... Bah écoute, on va voir si tu parles si vite que ça. C'est combien le record avec le premier épisode? C'est le premier épisode. Je vais instaurer un record imbattable pour les prochains. Tenez-vous prêts. Et ben moi j'aimerais justement faire ça. C'est que celui de tous mes invités qui répondra au plus grand nombre de questions dans la minute sera réinvité sur le podcast. Alors je vais parler très lentement du coup. Après c'est que là tu vois c'est pas bien parce que tu m'encourages à la quantité plus qu'à la qualité. Bah le but c'est quand même ça, c'est aussi que ça soit un peu qualitatif. Okay. Alors qu'une réponse est refusée si vraiment je te dis n'importe quoi. Voilà, on va faire ça. Ok, quelle pression. Tu me dis quand t'es prêt? Alors attends, je me mets en posture verticale. Attention d'être toujours assez proche du micro. Normalement c'est bon. Ok. Écoute, top la vachette. Ton orateur préféré? Ça commence très bien, c'est long. Là, actuellement, je dirais François Bégodeau, que je trouve très très bon. Ok, le livre que tu as le plus lu? Que j'ai plus lu Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait? Le compliment qu'on m'a fait tu m'en fais peu. Le fait que tous les remerciements qu'on peut me faire sur l'aide que j'apporte. Ok. Le meilleur livre sur la prise de parole? Allez, on va dire influence et manipulation, même si c'est pas de la prise de parole pure. Le pire conseil que tu as entendu dans ton domaine, dans notre domaine? Dans mon domaine c'est dur comme exercice. Je te dirais écris tout ce que tu veux dire. La chose la plus importante que tu aies reçue de tes parents? La liberté. Ok. Le coach que tu admires le plus et pourquoi Jean-Corentin Poisson? Pour sa barbe. Et on arrive à la fin. Ok, ouais, c'est pas facile, tu vois, En fait, ce qui est horrible, tu vois, c'est le problème c'est le même problème que Netflix pour choisir une série, c'est que t'as tellement de possibilités. Moi, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je déteste choisir des trucs, type, genre, ton film préféré. Je suis incapable de définir une hiérarchie dans mes goûts là-dessus. Donc c'est le pire exercice pour moi en termes de performance. C'est un enfer absolu, mais avec plaisir pour jouer le jeu. Ça marche. Je te reposerai peut-être des petites questions. Il y en a qui. C'est sûr que tu fais des réponses mais bon, on sait pas. Mais non, mais déjà, je suis assez curieux sur. Donc tu dis Bégodeau, ton orateur préféré? Ouais, non, en fait, c'est parce que tu vois, je pense pas que ce soit le meilleur ni mon préféré en réalité. Simplement, c'est celui qui m'est venu à l'esprit parce que c'est celui que j'ai beaucoup écouté en ce moment. Parce que, en fait, je trouve intéressant. Je trouve que c'est le bon penchant à gauche d'un bon débatteur. Si tu prenais le Zemmour à droite, ok. Tu vois, je pense que c'est un peu l'équivalent à gauche d'un Zemmour à droite. Ça fait plaisir d'avoir des bons débatteurs à gauche. Et non, mais au-delà de ça, je trouve que c'est un très bon rhéteur. En fait, il est tellement peu nuancé dans son discours, il assume tellement chaque propos, chaque position qu'il tient, qu'il est assez déconcertant et assez difficile, je pense, à combattre et à déconstruire en débat. Et en fait, il défend en plus de ça des positions qui sont en total désaccord avec la vie qu'il a eue et l'enfance qu'il a eue, etc. Et donc, en fait, il assume complètement la dominem en disant, mais je suis aussi la propre cible de mon discours. Et donc, en fait, tu vois, il y a une sorte de... J'accepte tellement tout qu'on peut m'attaquer, qu'on peut me dire qu'en fait, tu peux plus rien faire. Et c'est un peu c'est un peu la technique d'Eminem dans 8 Miles, en fait, il a tellement tout dit sur lui et il assume tellement tout que tu peux plus rien lui dire et ça devient difficile à débattre. Ouais, c'est ça. Et en ça, je trouve ça fort sur le plan rhétorique. Quand tu t'attaques toi-même, c'est difficile pour les autres de t'attaquer. Ah ouais. Ouais, ils ne peuvent que te regarder le faire et dire bon bah le travail a déjà été fait, je ne peux rien faire de plus. Ouais, bah c'est en fait clairement l'attaque, comme tu dis, à Dominem, il n'existe plus dans ces cas-là parce qu'on peut plus la porter. C'est exactement ça. On a détruit la cible déjà. L'autodérision comme meilleure défense, je pense, contre la Dominem. Ouais. Mais d'ailleurs, l'autodérision, je trouve ça un concept qui est excellent. Moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. J'adore ça. Ouais. Nous en plus, on le pratique un peu à deux, Corentin. Vous l'avez vu peut-être de temps en temps. On autodérisionne l'autre, on va dire. C'est vrai, c'est un de nos jeux préférés, mais que j'affectionne beaucoup. C'est ça. Mais non, je trouve que c'est une très grande force. Et en réalité, je trouve que l'autodérision finalement montre une forme de confiance en soi. Ouais. Parce que les gens qui se prennent trop au sérieux ont quelque chose à défendre, enfin ont quelque chose à prouver surtout. Je suis totalement d'accord. Donc, je trouve que c'est assez, ça permet pas mal d'identifier les personnalités. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis en plus, je trouve que au-delà de ça, ça génère de la sympathie, c'est agréable. Personne n'a envie de voir quelqu'un qui est extrêmement arrogant devant soi, qui est susceptible, qui prend mal chaque critique, etc. Et puis c'est un levier comique que je trouve génial parce que les gens sont toujours prêts à rire de l'autre, rarement d'eux-mêmes. Et donc le fait que toi tu ris de toi-même, déjà c'est une preuve de confiance. Et en plus de ça, ça décharge l'autre puisque a priori tu rigoleras pas de lui, oui. Tu rigoles de toi. Donc ça rend peut-être plus serein l'interlocuteur. Alors autre question à laquelle tu as répondu, ouais. Le livre que tu as le plus lu, donc tu m'as dit Le Comte de Monte Cristo. Et c'est marrant, moi je pense que celui que j'ai le plus lu c'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Et je trouve ça assez marrant que ça soit pas déjà des bouquins sur la prise de parole.
que ce soit plutôt des œuvres classiques. Et finalement, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'orateurs, même chez beaucoup de politiciens, chez beaucoup de personnalités comme ça. C'est que c'est rarement des bouquins de manuels ou des bouquins d'histoire à proprement parler. C'est souvent plutôt des œuvres de fiction. Est-ce que tu penses que la fiction, finalement, peut nourrir le discours ? Ouais, c'est assez marrant parce que en plus je lis pas tant que ça de fiction en réalité moi. Moi non plus. J'ai du mal avec la fiction en réalité pour aller en plusieurs temps. D'abord pourquoi ce livre-là en réalité on notera d'une part pour aller dans l'autodérision justement mutuelle que le livre que t'as le plus lu fait 40 pages de 1200 mais ça sera pas le terrain sur lequel j'irai. Non j'exagère, c'est peut-être pas celui que j'ai le plus lu. En fait celui qui m'a le plus marqué. Je l'ai lu 2 fois, mais vu qu'il fait plus de 1000 pages en nombre de pages pures, c'est celui que j'ai le plus relu, tu vois. Oui, je comprends. Tu vois, non, mais voilà, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué là-dessus, qui m'est venu directement à l'esprit. Je suis pas très fiction, mais celle-là, je veux dire, pourquoi je l'ai lu déjà, d'une part ? Je l'ai lu parce que mon ancien maître de stage, à l'époque, quand j'étais en 2e année, qui est un excellent avocat, à l'époque, je lisais très peu. Et il me dit, lis Le Comte de Monte Cristo, c'est le seul livre que mes enfants qui détestent lire relisent tous les 2-3 ans. Et je me dis, ok, bah écoute, je te fais confiance. Je vais essayer et je le comparais à Netflix Comte de Monte Cristo, c'est-à-dire que j'ai commencé à le lire, il fait 1200 pages, j'ai jamais pu m'arrêter quand depuis à partir du moment où j'ai commencé à le lire. C'est-à-dire que vraiment, chaque parcelle de temps que j'avais dans une journée, chaque 3 secondes que j'avais, je lisais et j'avançais. Je pense que c'est lié au fait que il a été écrit aussi à l'époque sous forme de feuilleton. Parce que c'était à l'époque de Dumas et à l'époque c'était justement sous forme de feuilleton. Donc si tu veux il y avait déjà des cliffhangers dans le livre et puis bon là en l'occurrence c'est une version complète mais il y a quand même des cliffhangers parce que c'était un feuilleton. Et je crois d'ailleurs que c'est un des premiers à avoir vraiment utilisé ça dans les feuilletons. Les autres le faisaient pas autant. Ouais, effectivement. Alors après en plus c'est passionnant parce qu'il y a plein d'histoires comme ça justement autour. Il y a aussi la théorie selon laquelle à l'époque t'étais payé au mot. Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de rallonges. Ouais. C'est pour ça qu'on accuse des Misérables d'avoir beaucoup de digressions. Ouais, tout à fait. Peut-être pour le côté avare de Cupid plutôt de Hugo. C'est ça. C'est aussi d'ailleurs un livre qu'on accuse Dumas de ne pas avoir écrit seul. Et parce qu'il était accusé d'avoir beaucoup de scribes, de plumes. De plumes. Alors ensuite sur la fiction, moi j'ai une théorie là-dessus qui n'est pas du tout vérifiée scientifiquement, mais j'ai expérimenté un truc à l'époque où je faisais des concours d'éloquence. J'ai commencé à lire quand je faisais des concours d'éloquence. Si je suis totalement honnête avec toi, je pense qu'avec du recul, c'était parce que j'avais envie de nourrir mes discours, de références, etc. Parce que j'ai eu ce biais-là à un moment de me dire, ok, c'est vraiment pour briller dans les concours, tu vois. Ce qui est pas, je pense, une bonne démarche. J'ai fait pareil. Voilà, non mais voilà, c'est bien qu'on soit honnête, tu vois, tout à fait. Voilà. Mais au final, c'est bien parce que ça met le pied à l'étrier, puis après tu prends goût et tu te rends compte de ces œuvres-là. Et moi, j'ai expérimenté un truc à l'époque. Je lisais beaucoup d'auteurs très différents. Et je me rendais compte que quand je lisais des bouquins, souvent ça me prenait une période. Parce que c'est des gros bouquins, quand tu lis Proust, parti pour 2 jours. Quand tu lis Dumas, pareil. Et en fait, ces périodes-là, je sentais que ma façon d'écrire un discours devenait influencée énormément par la plume de l'auteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de lire Proust. C'est très peu oral. Faut pas essayer d'oraliser Proust. Voilà, faut pas essayer de dire. D'ailleurs, je sais plus quelle radio a essayé récemment. Ils ont fait des lectures de Proust. Je pense que c'est pendant le Covid. C'est impossible. Au théâtre, c'est très compliqué. C'est pas fait pour. Voilà. Oui, c'est vraiment pas fait pour. Mais bon. Et au contraire, tu vois, quand je disais Le Comte de Monte Cristo, quand je disais Les Misérables, Victor Hugo, c'est pour moi l'archétype du texte qui peut s'oraliser. C'est une machine à punchline absolue. Chaque phrase est c'est fou à quel point c'est fort. Ça vient peut-être aussi du fait que Hugo était lui-même un très grand orateur. Alors, ça aide effectivement. Il était député, c'est ça. Alors que Proust était isolé dans sa campagne, voulait voir personne. Effectivement. Donc je pense que ça tient aussi aux personnalités. Je pense que les personnes qui parlent bien écrivent bien les dialogues. Tu vois, si tu prends par exemple un mec comme Nietzsche. Je pense que ça peut s'oraliser pas mal, alors qu'il écrivait beaucoup seul dans une montagne, tu vois. J'ai jamais lu Nietzsche. Voilà, je le reconnais. Ok, mais après voilà, ça dépend des textes. Puis tu vois, c'est même des philosophes qui font ce qu'on appelle des aphorismes. Donc c'est des punchlines en fait, globalement. Ouais, de l'époque. Voilà, de l'époque. Mais bon, tout ça pour dire que, alors oui, donc je pense que déjà le fait de lire, la plume de l'auteur influence beaucoup. Et ensuite, la fiction influence énormément aussi parce que en réalité, la fiction, c'est juste la meilleure manière de transmettre des émotions. Simplement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du renouveau, du retour du storytelling, etc. Ouais. Pas sûr que ça ait jamais disparu en réalité. Jamais. Et je pense que c'est une manière très efficace de faire un discours quel qu'il soit. C'est vraiment une bonne manière de faire un discours. Et je pense qu'en ça, c'est une source d'inspiration qui est géniale parce que c'est les meilleurs storytellers en réalité, ces auteurs-là. Et je trouve que Dumas est un des meilleurs storytellers précisément. Et encore aujourd'hui, tu vois, on est 2 siècles après et t'as Trois Mousquetaires qui est sorti récemment en film. Tu vas avoir là en ce moment un tournage du Monte Cristo avec Pierre Ninet. Et puis il y a eu un film, il y a eu une série avec Depardieu. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Je les ai pas vus d'ailleurs, les œuvres cinématographiques, mais ils sont à voir. Mais
Ok, je note. Je sais pas si t'as déjà lu le bouquin de Monte Cristo? Non, je l'ai pas lu. Non, ok, si t'as 6 mois à poser là sur ça, non, franchement, je te recommande. Le mec veut juste me sortir du game. non, franchement, non, mais vraiment, c'est incroyablement écrit. Et alors en plus, je vais te dire, c'est aussi une des œuvres préférées de mon épouse. Ah, c'est vrai? Donc ouais, on en a parlé. On allait voir les 3 mousquetaires ensemble, et elle m'a parlé après du comte de Monte Cristo. On allait visiter d'ailleurs la maison de Monte Cristo, qui est à côté de Paris, qui est un lieu incroyable. Il faut absolument aller voir. C'est où? C'est à côté de Saint-Germain-en-Laye. Ah, je savais pas. C'est un lieu incroyable. Il faut vraiment aller le voir. Il y a une espèce de salon marocain au premier étage. Enfin, c'est un lieu vraiment incroyable. C'est une folie qui s'est fait construire au moment où il était à l'apogée de son œuvre. Et donc on avait vu tout ça. Et donc ma femme m'a dit, il faut absolument que tu lises le comte de Monte Cristo. La maison de Dumas. De Dumas. Ah oui, d'accord, pardon. La maison de Monte Cristo. Mais est-ce que je me dis, en fait, ça s'appelle le château Monte Cristo. Ça s'appelle le château Monte Cristo. Ouais. Ah, c'est drôle. Il a appelé le château Monte Cristo. L'œuvre se déroule à Marseille. Après, dans plusieurs lieux, mais ok. Alors, dans les questions de rapidité, il y a une question que je t'ai pas posée et j'aimerais quand même te la poser. Alors, c'est 2 questions en fait que je vais mettre ensemble. Okay. C'est l'insulte que tu utilises le plus et l'insulte que tu reçois le plus. Est-ce que tu veux bien y répondre? On va essayer parce que je suis pas forcément quelqu'un qui tend beaucoup vers la vulgarité. Une insulte n'est pas forcément vulgaire. Attends, t'as des insultes pas vulgaires? Ouais, des attaques, des insultes par essence c'est vulgaire, non? Ah non, pas nécessairement. T'aurais un exemple d'insulte pas vulgaire? Une insulte pas vulgaire. Oui, ok, genre t'as un bon à rien. Oui, voilà, un bon à rien, ça n'a rien de vulgaire. C'est une insulte, ouais, ok. Sinon, disons plutôt au moins ou plutôt l'attaque, on va dire si tu préfères, que tu reçois le plus sur les réseaux sociaux. En plus, t'as eu genre en ce moment là un truc un peu violent il y a peu de temps. Ouais, mais encore hier là, je reçois. C'est pas toujours facile. Si t'es ok pour en parler. Hein. Ouais, on peut. Il y a un mec qui m'a fait chier hier. J'ai fait l'erreur de répondre pour une fois, tu vois. Okay. Et faut jamais répondre parce que tu donnes du grain à moudre, etc. Bon. Ça fait marcher l'algo, tant mieux. Mais j'ai eu un mec qui m'a fait chier sur 4 messages parce que je fais des vidéos je fais des tests de répartie qui sont du second degré. C'est-à-dire que c'est l'idée justement, c'est faire une sorte de rap contenders mais en mode éloquence, tu vois. Et les mecs prennent premier degré, tu vois, et m'envoient des messages de c'est donc ça la répartie, mettre des vieilles punchlines de films et des attaques contre la personne, etc. Mais c'est du second degré, tu vois. Et la personne te dit mais pas du tout, t'as que ça dans ton chapeau, t'es vraiment nul, etc. Machin. Et le mec vraiment me tient la jambe et je lui dis mais moi ce qui me sidère justement dans l'attaque, c'est tu n'as rien d'autre à faire de ta journée, de ta soirée, que d'essayer de décourager des petits créateurs qui essaient juste de proposer quelque chose qui leur plaît. Et tu vois, et ça me fascine. Et je lui pose la question comme ça. Et le mec me répond, j'aimerais bien justement que ce petit créateur prenne plus de temps pour préparer ses vidéos et qu'il se mette peut-être à lire des livres, tu sais, le truc avec des grosses pages et des textes. Je lui aurais bien répondu que j'ai lu Monte Cristo. Et voilà, mais bon. Mais non, les attaques que je vais recevoir, ça va être souvent justement plutôt de l'ordre de la compréhension sur des vidéos que je peux faire. Donc c'est ma faute, j'ai pas été assez clair. C'est un peu le problème du format court en réalité. Et là alors, récemment, je reçois beaucoup d'attaques sur. J'ai fait une vidéo où je dis, je suis 2 fois vice-champion du monde de débat. Et voici 3 techniques de débat. Voilà, vraiment accroche bien forte, argument d'autorité, etc. Et j'ai reçu des dizaines de commentaires. Ouais, le concours t'as gagné dans ta chambre. POV, c'est un concours qui est organisé par son pote. Alors beaucoup de très bonnes vannes mais du coup, ça marche sur tout le monde sauf contre le champion du monde. Ou est-ce que je peux avoir le nom du champion du monde pour avoir un avis plus complet, s'il te plaît? Voilà, très bonne vanne. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont attaqué de mentir ou de bullshit. Mais alors que pour le coup, il y a vraiment les vidéos. Il y a quand même 2 certificats chez moi. Non, moi je confirme. Non, mais je sais bien. Certains ont des doutes. C'est bien, donc je vais envoyer la vidéo aux gens. Mais je pense que c'est ce qui me fait le plus mal dans les attaques que je peux recevoir parfois. C'est ce truc-là, ces attaques sur la légitimité. Qui font mal, en réalité. C'est seul parce que nous, on est des gens qui travaillent en individuel, en indépendant, seul, ce qui implique forcément des doutes parfois sur on n'a pas de c'est pas comme si on était docteur dans un domaine ou bien sûr. Il n'y a pas de diplôme dans notre domaine. Diplôme, tu vois, il peut y avoir des certificats à la rigueur qui valent ce qu'ils valent, mais qui n'impliquent pas une meilleure compétence que la nôtre. Et je trouve que c'est ça le plus difficile, c'est parce que ça te remet en question et tu te dis et qu'ils ont pas raison parfois, tu vois. Ce à quoi j'essaie d'aboutir à que non. Mais bien sûr. Mais quand même, tu vois, je pense que c'est pour ça que ça touche. Et en fait, ça touche quand il y a peut-être une part que tu te poses toi-même comme question. Ouais, je pense que c'est un peu la question du syndrome de l'imposteur qu'on a tous à un moment ou à un autre. Je pense que, comme je le disais, on a commencé tous les deux en même temps. Je pense qu'on a réussi quand même à se défaire en majeure partie de ce syndrome. Mais c'est vrai que les commentaires, parfois, peuvent toucher. Alors moi, j'avoue que je fais vraiment un mur face à ça. Ça me touche pas du tout. J'ai aucun souci avec ces commentaires-là. En fait, juste, je vais pas y réagir. Ce qui est très drôle du coup, parce que sur le YouTube Studio, quand il y a des commentaires auxquels tu n'as pas réagi, etc., ils apparaissent toujours au-dessus, tant que tu n'as pas réagi.
Donc ça fait des mois que j'ai le même commentaire. Ouais. Alors ce qui est plutôt cool parce que ça veut dire que ça fait des mois que j'ai pas eu de commentaire négatif. Mais j'ai ce même commentaire que je vois à chaque fois que je vais voir mes stats. Et en fait... Comme un tatouage. C'est ça, c'est le tatouage, le truc que tu vois tous les jours. Et en fait, j'y fais plus tout gaffe. Non, en vrai, moi non plus. Si tu veux, en fait, le problème, c'est que moi aussi, c'est-à-dire que honnêtement, il y a un mur aussi. Je réponds très peu aux commentaires, je regarde presque plus. Enfin, je regarde souvent au début d'une vidéo pour voir un peu la tendance. Après, j'arrête. Là, ce que j'ai vécu qui était pas simple, c'était juste le passage de niche à grand public. Ouais. Ce truc-là fait que tu touches forcément plein de gens qui ne comprennent pas ce que tu fais ou qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Ça, faut l'accepter. Ouais. Et en réalité, moi, ça me touche quand c'est des vagues, en fait. C'est là que ça devient un peu dur parce que tu te dis, s'il y a autant de gens qui pensent ça, c'est que peut-être que j'ai fait une erreur. Et donc, quand ça atteint un peu plus parce que tu te remets en question. Mais du coup, il faut le prendre comme un commentaire constructif mal formulé, plus que comme une attaque gratuite, je dirais. Ouais. Mais ça va maintenant aussi, je te rassure, je fais attention aussi, mais de toute façon, c'est le jeu, hein. De toute façon, si tu fais ça. Puis au final, je me rends compte que tous les gens que je connais et avec qui j'ai pu travailler, ça se passe très bien et que t'as que des bons retours. Les gens qui te critiquent, c'est des gens qui ont vu 30 secondes d'une vidéo random sur TikTok et qui, à mon avis, sont dans une profonde solitude et un ennui absolu. Donc je pense qu'il faut aussi pas forcément trop donner d'importance. Mais c'est un peu ce que je me dis aussi, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne pour qu'elle prenne 5 à 10 minutes dans sa vie pour rédiger un commentaire qui ne sert à rien. Enfin, il faut qu'elle soit bas dans la vie pour ressentir ce besoin et que potentiellement ça fasse qu'elle va se sentir mieux. Donc forcément, c'est qu'elle part de très bas si juste ça lui permet de se relever. Je vais te donner un exemple très concret et très probant sur ça. Une fois, je reçois un commentaire d'un mec qui vraiment me dit concrètement que tu fais c'est de la merde vraiment, mais tu vois, mais il me donne un argument vaseux, tu vois, et moi une technique souvent c'était vraiment les débuts, donc je faisais encore peut-être l'erreur de trop répondre, et j'aime bien moi répondre avec beaucoup de gentillesse pour décontenancer, tu vois. Ouais, c'est une excellente technique. Je trouve que c'est le meilleur moyen parce que tu tapes contre un mec qui te regarde en souriant, c'est très décontenançant. Tout à fait. Et le mec, du coup, je lui dis bah écoute, j'entends tout à fait que ça puisse pas te plaire à la critique, maintenant il y a des façons de le dire et je pense que t'as peut-être une meilleure manière de le formuler, tu vois. Et le mec me répond désolé, c'était pas personnel, je fais juste très mal et j'avais besoin d'extérioriser sur quelqu'un. Oui, tu me l'avais envoyé. Ouais, et je trouve ça fou que le mec, tu vois, et je pense que c'est révélateur de beaucoup qui la mettent pas, mais en l'occurrence ça c'était Adi. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est aussi simple que ça, et tu vois, ce sera pas ma carte blanche, mais je me suis beaucoup intéressé pendant un moment dans mes lectures au bouddhisme. Ouais. Et dans le bouddhisme, t'as justement ce concept-là de quand quelqu'un te fait du mal, te parle mal, etc., c'est beaucoup plus l'expression d'une souffrance qu'il a que d'une réelle intention envers toi qui serait négative. C'est à nuancer énormément, mais dans le concept, c'est pas inintéressant. Ouais, c'est une façon d'extérioriser son mal-être vers quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais comme pour tout, hein, tu vois, quelqu'un qui va t'attaquer parce qu'il est jaloux de quelque chose, par exemple, etc., bah, en fait, c'est l'expression d'un mal-être, tout simplement. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qui se résument par ça, et c'est en ça qu'avoir de l'empathie, au sens littéral du terme, c'est-à-dire comprendre ce que ressent l'autre, c'est vachement important. Bah écoute, je vais te proposer qu'on passe à ta carte blanche. Ouais. Alors je vous explique ce que c'est que la carte blanche. C'est que mon invité, donc aujourd'hui Corentin, a choisi un sujet, je ne sais pas lequel, et donc on va en parler pendant une petite dizaine de minutes. Si je peux en parler, je vais en parler, sinon ça va être un monologue et éventuellement je le relancerai avec des questions. Alors de quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui ? Alors nous allons parler de la situation des dauphins au 19e siècle. Non, évidemment pas. Je vais te laisser parler. Alors encore une fois, une vanne sur les poissons, je te félicite. C'est sûr que je fais pas exprès, mais peut-être effectivement ce que tu m'inspires. Non, tu vois, j'ai hésité à prendre un sujet vraiment troll et le bosser et dire je viens d'un sujet troll. Non, écoute, je vais parler d'un. Alors, il faut savoir que ce que tu me demandes là encore est pas simple parce que j'ai un profil, je pense, qui est assez. Le terme est un peu excessif, mais je dirais obsessionnel, c'est-à-dire que je me passionne de choses pendant un certain temps jusqu'à arriver au moment où, enfin, chaque petit pourcent d'évolution te demande beaucoup de travail. Ouais. Et ça me passionne pas assez, donc je change et je pars sur autre chose où j'évolue vite et après j'atteins le seuil. Bon. Je suis un peu pareil. Voilà, ouais, je pense qu'il y a beaucoup. Peut-être le profil entrepreneur est pas mal là-dessus aussi, je pense. Mais et donc là, actuellement, j'ai une obsession, je dirais, une obsession c'est un grand mot, mais voilà, j'ai un focus depuis 2 ans et demi sur un sujet qui est le poker. Je ne sais pas si tu as déjà joué au poker un petit peu. J'adore le poker. Je vais te dire, pendant un moment, j'achetais très souvent Poker Magazine. Ah, c'est drôle. Ok. Alors c'était il y a quelques années. Je devais avoir à peu près ton âge. Et bah oui, effectivement à l'époque on achetait encore des magazines. Il y a 25 ans.
Et non, mais en plus, ouais, en vrai, ça doit être ça, je dois avoir 25 ans, je pense, à peu près. Okay. Et j'en ai quasiment 32, ou j'en ai 32. Je suis la seule personne au monde à se planter toujours sur son propre âge. Mais moi, je sais que je calcule avec mon année de naissance, souvent aussi. Et ouais, mais je suis très mauvais en maths. Et non, c'est ça, je vais avoir 32 ans, je crois. Et donc, ouais, j'adore le poker. J'ai joué en plus il y a pas longtemps avec des copains, et je suis très content, c'est moi qui ai gagné le pot. Alors déjà, gagner le pot, ça paraît bizarre comme formulation, mais un pot, c'est une manche, enfin, c'est une main. Non, mais je veux dire, j'ai gagné le pot final, si tu préfères. Non, je te taquine, mais alors, ce qui m'intéresse, c'est à quel point t'as poussé le poker. Est-ce que juste, tu connais les règles, t'as déjà joué avec des potes, tu as déjà suivi l'actualité, ou t'as vraiment poussé la théorie du jeu, etc. Un petit peu. Alors, la théorie du jeu, c'est autre chose. Mais enfin, la théorie des jeux. Non, la théorie de ce jeu. Alors, ça fait très longtemps, mais je m'y étais vachement intéressé. J'avais étudié les statistiques, j'avais étudié des trucs comme ça, et je m'en servais pas mal. Mais il y avait aussi toutes les notions psychologiques qui m'intéressaient énormément. Ouais. Alors, ça fait très longtemps, donc j'ai un peu oublié tout ça. Ok. Mais je m'y étais intéressé, ouais. Ouais, mais non, mais oui, la partie psychologique est vachement intéressante. Moi, j'adore les maths en plus, donc pour le coup, ça me plaît. Ce mix me plaît énormément. Et ce qui est ouf, ce qui est assez drôle, c'est que la psychologie, tu peux aussi l'avoir. Moi, je joue beaucoup en ligne. Ouais. Et tu l'as même en ligne, la psychologie. C'est drôle. Moi, je jouais beaucoup en ligne. Sur les temps de réponse, sur les trucs comme ça, sur la manière de miser, sur les trucs comme ça. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est fou. Et là-dessus, tu vois, moi, pourquoi je voulais parler de ce sujet-là ? Parce qu'en fait, je trouve que c'est une discipline, j'appellerais ça, qui t'apprend tellement de choses dans la vie que vraiment ça m'a pris enfin, t'as plein de choses, même en oratoire, hein, tu vois, paradoxalement. Moi, il y a deux concepts que je trouvais trop cool et dont je voulais te parler là-dessus. Tu me diras si ça te parle ou pas du tout. Premièrement, t'as le concept de result oriented. On parle au poker. C'est l'idée que au poker, un joueur, dans le mental qu'il a, ne doit pas être orienté sur le résultat. Parce que c'est un jeu où t'as une part de hasard, qu'on appelle la variance, qui fait que, je sais pas, admettons que je suis meilleur que toi et que j'ai 70% de chance de te battre, à peu près. Si on joue une fois, il y a des chances que tu me battes. Si on joue 2 fois aussi, 3 fois, tu peux avoir la chance d'être tombé sur les 3 fois. Si on joue 10 000 fois, je vais gagner plus. Ouais, bien sûr. Et c'est là-dessus que repose le jeu, en réalité. Et c'est en ça que ça devient un jeu qui peut être gagnant. C'est le seul jeu de hasard qui peut être gagnant, parce que tu joues pas contre le casino, tu joues contre les autres joueurs. Ouais. Le casino se fout que tu gagnes ou que tu perds, tu veux aussi que tu joues. Et donc, être résultat oriented, c'est l'idée que je me fous de savoir si, quand je fais quelque chose dans le jeu, que je vais miser, que je vais bluffer, etc., je dois me foutre de savoir si j'ai gagné ou pas le coup à la fin. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que, sur le long terme, cette action-là me fait gagner. Même si là, j'ai perdu ce moment-là, si à un moment donné, je te mise tapis, tu me payes, et que tu retournes tes cartes et que j'ai 80% de chance de gagner, et que je perds le coup, mentalement, je dois me dire, ok, j'ai perdu là, mais sur le long terme, ce que j'ai fait est gagnant. Donc c'est un fonctionnement en fait où tu te bases uniquement sur les statistiques et finalement pas sur la psychologie du joueur en face. Non, pas du tout. Enfin, pas sur l'observation. Non, pas du tout. C'est décorrélé. C'est-à-dire que je me base sur est-ce que ce que j'ai mis en œuvre est ce qu'il fallait faire dans cet instant-là. Mais ce qu'il fallait faire d'un point de vue mathématique, d'un point de vue psychologique. Ok. Tu vois, là, j'ai fait taper, t'as payé. Peut-être que t'as payé parce que j'ai bien joué sur ta psychologie. Ok, ouais, je comprends. Et voilà, dans le coup, j'aurais dû gagner si. J'aurais dû gagner 9 fois sur 10 parce que j'ai réussi à t'exploiter dans ta psychologie. Tu vois. Ok, je comprends. Mais c'est l'idée que c'est pas parce que j'ai raté là que ce que je fais est pas bon et que ce que je mets en œuvre est pas bon. Il faut persévérer, il y a un moment où ça paye. Un peu l'idée, si tu veux. Mais alors, ce que tu dis est intéressant sur le deuxième point, psychologie. Deuxième point que je voulais aborder là-dessus, c'était que tu différencies deux choses au poker. C'est ce qu'on appelle le GTO. GTO, c'est Game Theory Optimal. Ouais. C'est qu'est-ce que je dois faire, voilà, de manière. Si vraiment un robot le fait, voilà, qu'est-ce que je fais. Et t'as l'exploitant, donc l'exploit. Le jeu exploitant, c'est vraiment je me base que sur ta psychologie, je m'en fous de la théorie, qu'est-ce que je fais. Et là-dessus, tu vois, pour moi, c'est un peu ça l'oratoire qu'il faut aller chercher. C'est au poker, pour être un bon joueur, il faut connaître le GTO et en dériver par rapport à l'adversaire. Voilà, en dériver un peu, adapter. L'oratoire, c'est pareil. Si tu t'es que technique et que tu t'adaptes pas du tout à ton auditoire et que tu fais juste ce qu'il faut faire parce que la technique dit qu'il faut faire ça, il y a peu de chances que ça fonctionne de manière totale parce que ça manque d'interaction, d'adaptation, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir la base technique de ta façon d'exprimer et ensuite tu l'adaptes à l'auditoire, au contexte, aux situations et tu utilises ces clés-là. Ok, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire et donc c'est vraiment l'idée que le poker pourrait être un super exercice pour travailler l'oratoire finalement parce qu'il y a en fait, de travailler cette logique-là permet aussi de travailler le fonctionnement de l'oratoire où il y a une forme d'argumentation rationnelle, logique à mettre en place et derrière des biais psychologiques qui sont pas forcément rationnels mais qui vont permettre malgré tout de conquérir non pas les jetons mais l'auditoire et l'opinion de l'auditoire. Mais tu sais que c'est marrant parce que précisément souvent un bluff c'est quoi ? C'est raconter une bonne histoire en fait. Et la comparaison elle est marrante là-dessus. Souvent on considère que un bon bluff c'est quand tu as réussi à construire une histoire qui par ta façon de jouer a une cohérence qui convainc l'autre, qui se couche.
c'est assez marrant. Je sais pas si c'est un bon exercice sur être meilleur à l'oral, encore que le fait à table, peut-être présentiel, de jouer, etc., ça peut être un bon exercice. D'ailleurs, si tu regardes les grands joueurs, c'est hyper intéressant d'analyser. Je voulais faire une vidéo là-dessus, il faudrait que je retravaille, mais sur les techniques de manipulation des joueurs de poker à l'oral, tu vois. Mais en tout cas, c'est un exercice mental qui est incroyable. C'est un jeu qui mentalement est très 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 violent. Tu peux jouer pendant 8 heures et sur une erreur te faire défoncer, t'as tout perdu. Enfin, c'est très violent. Mais c'est un exercice mental qui est génial, et donc pour toute pratique qui nécessite un mental solide, c'est utile, et donc la prise de parole, ça l'est. Écoute, merci beaucoup Corentin, on arrive à la fin de notre discussion. Avant tout, est-ce que tu veux dire peut-être un dernier mot aux personnes qui nous regardent? Le mot poisson. Très bien, c'est un mot magnifique. Voilà, fameuse référence à Camoulox, un mot pour finir. Dire un mot random. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'espère gagner le jeu pour être réinvité une seconde fois et faire une deuxième carte blanche sur mon nouveau sujet de passion. Je suis pas sûr que t'aies été ultra performant parce que t'as répondu à, je crois, 6 questions. Mais tu sais, Jean-Corentin, c'est dire la différence entre un examen et un concours. Il faut pas être bon, il faut être meilleur que les autres. Et donc peut-être que j'ai été mauvais, mais peut-être que les autres seront encore plus mauvais. On verra. Je compte sur toi pour poser des questions lentement sur le prochain. Écoute, est-ce que tu peux nous redire sur quel réseau on peut te retrouver, le plus simple pour te retrouver? Ouais, bah écoute, sur tous mes réseaux c'est simple, c'est Hop HOP Éloquence, Hop Éloquence, sur TikTok, Instagram, des shorts presque tous les jours, et YouTube pareil, mais bientôt, et LinkedIn plus résiduellement pour des raisons professionnelles, mais c'est globalement ça. Ça marche, de toute façon je mettrai tout ça dans la description. Donc merci beaucoup encore une fois Corentin, c'était vraiment passionnant. Quant à vous, si vous avez des avis, des suggestions, des remarques à faire sur cet épisode, je vous invite à me le dire en commentaire. C'était un premier épisode, le but c'est bien entendu de s'améliorer. Et n'hésitez pas à me dire aussi qui vous voudriez que j'invite dans les prochains épisodes. D'ailleurs, t'as peut-être une idée, une personne que je pourrais inviter? Connu, pas connu? Connu, pas connu. François Bégodeau, justement. François Bégodeau, effectivement. Pour reprendre, écoute. Top, écoute, je lui enverrai une invitation. De toute façon, si on n'essaye pas... Il fait beaucoup d'interventions en plus, donc c'est pas impossible. Écoute, j'essaierai. Franchement, je vais essayer. Et puis, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, ne vous abonnez pas parce que vous risqueriez de voir les prochains épisodes qui risquent d'être intéressants. Donc surtout, ne vous abonnez pas. Merci beaucoup à tous et encore merci Corentin. Si tu veux, j'ai une suggestion de slogan. Tu peux dire, après cet épisode, sortez de votre bulle et prenez la parole. Et on va faire ça. Après vos épisodes, sortez de votre bulle et prenez la parole. Ciao à tous.